On va quand même parler chiffres. Mais on va parler chiffres et on va surtout s'interroger pourquoi on est obligé de parler chiffres. Effectivement, on va parler des retombées économiques des festivals, mais parce que pour le coup, ça devient quand même des arguments qui sont impératifs quand on veut défendre des projets devant des élus, devant des entreprises, devant des groupes, parce qu'il faut aller chercher des sous. Et il a bien fallu effectivement trouver des moyens de mesurer, qualifier, quantifier. Qualifier, c'est important aussi. Et donc, on va parler de retombées économiques directes et indirectes. Pour ça, je vais faire appel à Olivier Alloire, donc, qui est créateur et fondateur d'un cabinet d'études qui s'appelle GECE, si vous voulez bien nous rejoindre. C'est lui qui va commencer par faire une petite présentation. Ensuite, j'appelle Pierre Morvan, qui est président du Festival des Chants de Marin de Paimpol, à nous rejoindre. Alors, Olivier, vous allez peut-être venir à ma place si vous voulez piloter un peu les éléments. Pierre Morvan, donc, le vert, oui, si vous voulez. Voilà. Pierre Morvan, vous pouvez vous asseoir. Et je vais appeler aussi Sébastien Mieusec, qui est donc président de Quimperlé Communauté, qui pilote le Festival des Arts de la Rue des RIA, qui se déroule normalement le dernier week-end d'août, mais on en parlera tout à l'heure. On va d'abord laisser Olivier Alloire donc, nous présenter son cabinet d'études et puis surtout le nombre de festivals qu'il a pu auditer, ce qui va nous permettre ensuite de rentrer dans la discussion. Pour afficher... Ah, c'est bon. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour parler de retombées économiques, même si un festival n'est pas que sur le côté économique, mais comme l'a précisé monsieur le boulanger à l'instant. Donc juste pour présenter le cabinet GECE, nous on est basé à Rennes, 15 ans d'expertise dans les études, notamment de public, puisqu'on a démarré notre travail sur le domaine de la culture, des loisirs. Après, on a ouvert le secteur des études, questionnaires, focus group, entretien, à d'autres secteurs de l'économie. Mais c'est quand même notre premier secteur d'intervention depuis 15 ans. Donc, quelques références, entre autres. On travaille beaucoup avec les Vieilles Charrues depuis le début, avec le Hellfest, par exemple, des événements tels qu'un été au Havre sur des événements qui durent 5 mois. Des festivals, des lieux, des opéras et également d'autres structures. Donc aujourd'hui, je viens parler des études d'impact économique. Donc dans les études d'impact économique, il y a forcément des études de public où on va creuser pas mal de choses, tout ce qui est qui sont les publics, d'où ils viennent, quelle utilité sociale apporte l'événement à ces différents publics et également tout ce qui est l'aspect économique. Donc voilà un peu, je vous ai mis quelques références en Bretagne. Ça reprend certains logos de la diapo d'avant, mais voilà, ça va aussi sur la semaine du golf, des événements sportifs, des clubs de foot et j'en passe. Donc pour faire le lien avec tout ce qui est festival en Bretagne, bon, ça, c'est pas notre chiffre, mais on est allé le chercher sur un travail qui a été fait par le Conseil culturel de Bretagne il y a quelques années, qui est recensé à peu près près de 1900 festivals de musique en France. Et en 2016, il est recensé près de 136 festivals de musique. Donc dans le document qui vous a été remis, il y en a un peu plus d'évoqué, je crois que c'est 380. Mais en tout cas sur les festivals de musique qui attirent le plus de public, on en répertorie 136 à peu près, et je pense qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 150-160. Et c'est finalement la région Bretagne est une des régions qui a le plus de festivals en France. Donc je fais assez vite parce que j'ai que 10 minutes. Ces études sont passionnantes et je pourrais y passer plusieurs heures à vous en parler. Là, je reste que sur l'aspect économique à travers 4 focus sur 4 festivals avec qui on a travaillé ces dernières années. Donc, par exemple, les Vieilles Charrues, que vous connaissez tous, qui attirent plus de... Bon, on parle en personne, mais là, on parle en entrée, plus de 200 000 entrées par an. Vous avez le petit chiffre au-dessous que nous, on essaye d'estimer, qui équivaut à peu près à 120 000 personnes qui se déplacent pour l'événement, puisque certaines personnes restent plusieurs jours, donc forcément sont comptées plusieurs fois. Également le festival interceltique, là, qui est une autre forme de festival
qui est sur l'été, sur 10 jours, qui attire 750 000 personnes et 750 000 entrées pour 270 000 personnes. Le Hellfest, qui est aussi un festival qui n'a rien à voir avec les deux autres, sur ce que nous on appelle un festival de musique spécialisée, musique extrême. Et là, on est sur un public complètement différent. Donc là, c'est pareil, il y a 155 000 entrées, et vous voyez en nombre de personnes estimées, c'est beaucoup plus faible par rapport aux autres, parce que là, on est sur un public qui reste longtemps sur l'événement et qui vient d'assez loin. Et enfin, un Rock, si certains le connaissent, qui est sur Saint-Brieuc, qui est aussi un festival qui existe depuis de longues années. Pareil, un festival pluridisciplinaire, à la fois avec un espace de billetterie, avec des concerts, et un espace dans la ville, avec de l'art de rue, de la danse, de la gastronomie. Et pareil, on est sur 26 000 personnes pour 76 000 entrées. Donc là, je reste encore très chiffre. Mais c'est juste en fait pour vous montrer que le fait qu'il n'y ait pas eu les festivals durant l'été, qu'est-ce que ça a pu impacter sur ces territoires, que ça soit auprès des commerces ou auprès des fournisseurs. Puisque comme je l'ai dit précédemment, vous voyez que ces publics, ces festivals, c'en est que 4, mais il y en a plein d'autres, on pourrait prendre plein d'exemples, attirent beaucoup de public. Donc pour l'exemple des Vieilles Charrues, nous on mesure dans nos études, donc pour parler d'études d'impact économique, juste un rappel méthodologique, on fait une enquête et des enquêtes statistiques en bonne et due forme avec une représentativité pour mesurer les dépenses, et il y a toute l'analyse aussi en tant qu'organisateur. Ces festivals, ils dépensent, ils travaillent avec l'économie locale et du coup ils amènent aussi une activité économique dans le tissu local. Donc les Vieilles Charrues, par exemple, donc on mesure tout ça, on est sur, vous voyez, les poids économiques sur ces 4 événements. Donc le poids économique, finalement, c'est l'ensemble des flux financiers qui interviennent à la fois par les organisateurs que par les flux économiques de vous, par exemple, festivaliers. Lorsque vous achetez un billet, vous allez manger dans la crêperie de la ville où se passe le festival ou autre chose. Donc vous voyez, ces poids économiques sont différents, mais là, on parle quand même de millions d'euros. Les Vieilles Charrues, qui a un budget près de 17 millions d'euros, donc ça, c'était en 2019, puisqu'on a refait l'étude l'année dernière. Je vous ai mis le petit chiffre entre parenthèses, que c'était intéressant de le montrer, c'est la part des subventions. Donc on est quasiment sur un festival qui s'autofinance à 98%. Et vous voyez, sur ces 17 millions d'euros de budget, les retombées pour les acteurs économiques locaux, c'est c'est plus de 4 millions d'euros qui correspond à des dépenses dans les commerces par les visiteurs, et également 2 millions d'euros du budget du festival qui est redépensé dans l'économie locale. Alors dans l'économie locale, c'est l'échelle d'une communauté de communes ou d'une ville. Donc vous voyez, ce montant est assez important. Pareil pour le festival interceltique. Le festival interceltique attire beaucoup de public touristique. Je l'ai précisé juste avant, c'est plus de 270 000 personnes. Et là, une grosse partie n'habite pas l'agglomération de Lorient et viennent pour l'événement passer des vacances. Donc ils restent souvent assez longtemps, ils restent 5-6 jours. Et vous voyez, du coup, forcément, on arrive à des dépenses dans l'économie locale qui sont extrêmement importantes. Donc rapporté au budget de l'événement, qui est aux alentours de 8 millions d'euros, tout ce que ça ramène dans les commerces, plus que dépense l'organisateur, on arrive à des retombées sur le territoire proche de 24 millions d'euros. Même chose pour le Hellfest. Si on fait le même travail, on arrive à un impact qui était intéressant sur la communauté de communes de Clisson et pour Arroc aussi. Donc, en retombée économique, vous voyez que ces événements, tous les commerces et les fournisseurs, le fait qu'il n'y ait pas eu ces festivals durant l'été, et là je suis que sur 4 festivals et 4 communautés de communes ou agglomérations, vous voyez la perte de ce que ça engendre, sans parler de tout l'argent qui est dépensé par l'événement auprès des artistes, de tout ce qui a été évoqué tout à l'heure. Là, je parle vraiment de tout ce qui est extérieur à l'événement. Donc c'est quand même des sommes très importantes. Après, nous, on calcule aussi l'impact économique qui est autre chose.
Là, c'est la valeur ajoutée créée par un événement, c'est-à-dire sans l'événement, le solde net en fait qui reste entre ce qui arrive sur le territoire et ce qui sort. Et là, vous voyez, là aussi, nous, sur tous les événements qu'on a pu analyser, en Bretagne ou ailleurs, on est quasiment à chaque fois sur des impacts économiques positifs. Alors, ça dépend des événements, mais les événements qui attirent des publics qui, en grande majorité, n'habitent pas le territoire, amènent des impacts économiques donc, qui ont une création de valeur sur le territoire. Donc, la retombée n'est pas la même chose que l'impact. La retombée, finalement, c'est l'ensemble des dépenses. Après, là-dessus, il y a forcément de l'argent qui ressort par l'artistique et qui va sur le territoire et qui vient en diminution de l'impact économique. Donc voilà, déjà ces quelques chiffres pour vous montrer que si on faisait un calcul sur tous les festivals, rien que du festival de musique sur l'été, il y a beau nombre finalement de prestataires, de fournisseurs, même de commerces qui n'ont pas eu cette manne financière. Je ne suis pas trop long. On est en retard, donc de toute manière, on trouvera pour rattraper. Moi, je voulais aussi, et je finis là-dessus, on a fait une étude, nous, sur les Français et l'impact du coronavirus sur les pratiques culturelles. Il faudrait la refaire parce qu'elle a 4-5 mois maintenant et on est sorti du confinement. Cette étude a été faite à la fin du confinement. Et elle était intéressante parce que nous, aujourd'hui, avec les festivals, les salles, les théâtres, les musées, on leur demande aussi maintenant, et c'est le titre de la journée, c'est « Et demain ». Demain, il n'y a toujours pas de vaccin. On voit bien qu'on est aujourd'hui, on a tous le masque. Aujourd'hui, c'est la première fois que je restitue depuis 6 mois en public. Sinon, je le fais que par ordinateur, donc ça change. Et on a quand même posé la question, c'est-à-dire que demain, est-ce que les festivals doivent se reconstruire de la même manière ? Est-ce que les lignes ne doivent pas bouger ? Puisque ça a eu un impact quand même sur l'ensemble des Français et ceux qui ont l'habitude de fréquenter la culture. Donc on l'a mesuré, et vous le voyez sur ce graphique, on a essayé de mesurer sur ceux qui ont l'habitude de fréquenter des lieux culturels. À droite, vous avez finalement le degré d'inquiétude, et en haut, ceux qui continueront à fréquenter comme avant. Donc on voit bien que finalement, en haut à gauche, on a des niveaux d'inquiétude qui sont un peu plus faibles sur tout ce qui est lieux patrimoniaux, les bibliothèques et les lieux d'exposition, où là, on sait qu'on a une distanciation sociale, on sait qu'on a un flux de personnes, on sait qu'on n'est pas avec beaucoup de monde autour de nous en même temps, alors qu'il y a une forte inquiétude, vous le voyez, sur tout ce qui est spectacle fermé, spectacle avec des publics nombreux et publics restreints. Donc, même si c'était à la fin du confinement, on va sûrement le refaire bientôt, et on voit bien qu'il y a quand même une certaine crainte à l'avenir, tant qu'il n'y a pas une sécurité sanitaire assurée dans les prochains mois. Donc ça laisse quand même des craintes, même si dans l'étude, il y a une forte envie de ressortir. Et le succès du festival photo cet été en est la preuve. Mais on est sur des lieux d'exposition où il y a une certaine distanciation. Donc il va falloir rassurer. Si on veut, dès 2021, voire 2022, tant qu'il n'y a pas de vaccin et que le virus est toujours en circulation, pouvoir rassurer pour pouvoir que l'ensemble des publics qui venaient à nos festivals continuent à venir en totalité et qu'il n'y ait pas une frange qui, par peur, reste chez elle. Voilà, je voulais juste évoquer ça. On va en parler, voilà, merci. On va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement, entre les pratiques culturelles pour ce qu'on appelle la culture patrimoniale et la culture événementielle, des enjeux différents peuvent effectivement se jouer. Ce qui m'intéresserait de savoir par rapport à ces études, en interrogeant Sébastien Miosek, c'est d'autant plus, j'aimerais connaître un peu les outils évidemment pour faire ces calculs-là, mais surtout, effectivement, autant avec une billetterie, on peut déjà avoir un certain nombre de chiffres. Quand on est sur un festival comme le Festival des RIA, qui est des théâtres de rue et qui est gratuit ou offert selon la terminologie qu'on veut utiliser, à quoi sert, qu'est-ce qui motive une collectivité, une PCC comme Quimperlé Communauté, de faire appel à un cabinet d'études comme GECE
pour avoir des retombées économiques directes et indirectes, en quoi ces éléments-là sont importants quand on porte un projet comme celui-ci? Bonjour à tous. Pour la méthode, je laisserai M. Alouard éventuellement répondre, mais sur l'intérêt d'avoir des chiffres comme ça, peut-être situer en 2 mots le festival pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Quimper-les-Communautés, c'est une communauté d'agglomération de 16 communes, et il y a désormais une dizaine d'années, on a décidé de lancer un festival d'art de la rue, d'abord à l'échelle de 3 communes. Donc c'est ces 3 communes-là, les 3 communes littorales, donc ma commune, Riec-sur-Vélon, Moëlan-sur-Mer et Cloire-Carnouët. On a lancé un événement de fin d'été autour des arts de la rue. Et puis, au bout de 3 ans, devant le succès et l'attrait, on va dire, d'un événement tel que celui-là à l'échelle du territoire, c'est la communauté de communes à l'époque, la communauté d'agglo aujourd'hui, qui a pris le relais avec un festival du coup qui a pris une ampleur évidemment très différente, puisqu'on était sur 3 spectacles sur un week-end à l'échelle des 3 communes. On est passé à 20-25 jusqu'à 35 spectacles aujourd'hui sur 5 ou 6 jours à l'échelle du territoire. Donc on va en plus sur au moins 10 communes du territoire chaque été. Et donc un festival très éclaté, très en proximité. On n'est pas du tout centré sur un seul espace où tout le monde vient. On est vraiment dispersé. C'est les artistes qui se déplacent, qui demandent aussi un gros challenge technique. Pour en revenir à la question de Cécile, un des sujets qu'on avait au fur et à mesure de l'histoire du festival, c'est de se dire, bon, c'est bien, on prend du plaisir, on partage des moments formidables, mais en termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? On avait bien des jauges estimées de spectateurs, mais voilà, avec toutes les limites de l'estimation, on n'avait pas de chiffres selon la police et les organisateurs, c'était déjà un avantage, on n'avait que celui des organisateurs. Mais voilà, un spectacle d'art de la rue dans l'espace public, par définition, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de capacité à estimer très précisément le nombre de personnes, même si on l'a estimé, c'est de l'ordre de 60 000 spectateurs en jauge cumulée. Et surtout, ce qu'on manquait, c'était une analyse un peu plus qualitative sur le nombre de personnes différentes, d'où ils viennent, leur comportement en termes de logement, est-ce qu'ils viennent de loin, est-ce qu'ils viennent pas de loin, etc. Et donc on avait besoin d'en savoir plus pour aussi, au-delà de ce qu'on parle de chiffres et d'argent, ça pouvait être aussi un argument pour vraiment expliquer pourquoi la communauté d'agglo mettait près de 300 000 € en subvention au Fourneau, qui est le co-organisateur avec nous, donc le Centre national d'art de la rue en espace public à Brest, le Fourneau, qui est le co-organisateur avec nous. Comment justifier ces 300 000 € de subvention? Comment justifier globalement les 5 à 600 000 € de budget cumulés avec l'ensemble des dépenses engagées par la communauté d'agglo, par les communes, par le Fourneau, avec l'aide de nos partenaires, je les remercierai jamais assez, dont la région, et je salue Jean-Michel évidemment. Mais alors on avait besoin de chiffres. Et donc de voir ces études-là, d'avoir des chiffres qui nous disent qu'en fait on a 40% en 2-3 chiffres, 40% de locaux, d'habitants de Quimper-les-Communautés, c'est-à-dire qu'on a 60% de gens qui viennent d'ailleurs. Il y en a même 10% de nos festivaliers qui viennent hors de Bretagne. Donc c'est-à-dire que même pour un petit festival, avec un budget relativement modéré par rapport aux mastodontes qui ont été présentés, on attire, y compris d'assez loin. Ça remplit aussi nos campings, nos hébergements touristiques. On est au dernier week-end avant la rentrée scolaire, donc souvent fin août, parfois début septembre, Cécile. Mais on est sur le dernier week-end avant la rentrée scolaire, donc on est souvent sur une période de creux pour les hébergements touristiques, pour l'industrie, restauration, etc. Donc on vient remettre un petit coup de boost économique aussi sur le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Et puis au-delà de ça, si on avait choisi, je m'arrêterai là, ce week-end-là, c'est-à-dire le dernier week-end avant la rentrée scolaire, quand on a créé le festival à l'échelle de nos 3 communes littorales en 2009, c'était aussi d'un point de vue de valeur, mais là pas de valeur économique, c'est de se dire avant la rentrée scolaire, avant de reprendre le tunnel du travail, de l'école, etc. Allez, faisons-nous une grande bouffée d'oxygène culturel, d'ouverture, de rire, de larmes parfois, de partage d'émotions, juste avant d'entrer dans ce moment de la rentrée scolaire qui est souvent un peu tristounet. Et c'était aussi cette valeur-là qu'on a voulu créer en 2008-2009, quand on a créé le festival. Aujourd'hui, il y a bien d'autres valeurs en termes d'identité territoriale. Je ne sais pas si j'en dis un mot tout de suite. Si, j'allais poser la question justement. Parce qu'aujourd'hui, et j'ai encore des petits frissons à chaque fois que je parle de ça, parce que ça fait donc 12 ans que je suis maire, 6 ans que je suis président de la communauté. Et souvent, je partage une vraie émotion quand on parle de l'intérêt et de l'utilité de cet événement pour construire l'identité d'un territoire. On parle souvent d'intercommunalité, de communauté de communes ou d'agglomération qui n'arrivent pas à avoir de l'âme, à avoir de l'identité au sens noble du terme, c'est-à-dire de partager un commun. Et depuis qu'on a mis en place ce festival,
qui a, je redis, la force d'aller partout dans les communes. On vient au moins une année sur 2 dans toutes les communes, y compris les plus petites communes du territoire. On est tous les ans à Quimperlé, on est tous les ans dans les communes littorales qui sont les moteurs un petit peu, mais on est au moins une année sur 2 dans toutes les communes. On va dans les bourgs, autour des chapelles, dans la campagne, d'amener la culture en très grande proximité, de faire que nos habitants, alors les élus au premier chef d'ailleurs, les maires, les conseillers municipaux, les adjoints à la culture, on se déplace beaucoup pendant cette semaine de festival, on va voir les copains, on crée vraiment un ciment entre élus, entre habitants. Beaucoup d'habitants de ma commune, par exemple Riec-sur-Bellon, qui est au sud de la communauté, me disent mais moi j'avais jamais été dans les communes qui sont à un quart d'heure, 20 minutes de l'autre côté de Quimperlé, parce que finalement il n'y a pas de commerce particulier, il n'y a pas d'activité particulière qui font que les habitants ont besoin d'y aller. Et du coup, on crée des occasions de se déplacer à l'échelle de notre communauté d'agglomération, qui ont vraiment, et là je le dis avec une certitude qui n'est pas scientifique, mais une certitude du cœur, ce festival a vraiment créé un commun. Un commun, on est au moins 10 000 personnes différentes à aller chaque année dans le festival. Et donc sur 50 000 habitants, 60 000 habitants, c'est évidemment une part extrêmement importante. C'est pas tout le monde, évidemment, il y a quelques personnes qui ne s'y reconnaissent pas, qui ne s'y retrouvent pas. Mais pour beaucoup de gens, ça a vraiment créé ce ciment, cette identité, ce commun par la culture, et rien d'autre ne l'aurait fait. On aurait beau avoir un des meilleurs clubs de foot du monde, selon Jean-Michel Le Boulanger, qui s'appelle l'En Avant Guingamp, qui crée sûrement aussi une identité à l'échelle du pays de Guingamp, à l'échelle de ce bassin, mais ça, je pense que ça n'a pas la même force, et pourtant je suis un passionné de football, Jean-Michel le sait, mais c'est ce type d'événement, le fait d'être dans l'art de la rue, d'être dans l'espace public, de partager une émotion avec des gens à côté de nous de façon très spontanée, tout ça a été un formidable vecteur de commun, et je le dis avec beaucoup d'âme, et voilà, c'est vraiment une conviction forte. Et personne aujourd'hui d'ailleurs ne veut la fin de ce festival en Pays de Quimperlé. Hier soir en conseil communautaire, pour l'anecdote, on a passé les subventions aux associations pour confirmer notre soutien aux associations culturelles. Personne n'a dit pourquoi on donne de l'argent aux artistes alors qu'il n'y a rien eu. Et tout le monde a hâte au festival de 2021. Alors justement, quand même, il a fallu prendre la décision d'annuler le festival cette année. Quelles retombées économiques déjà on peut ressentir au niveau de la restauration, au niveau des hébergements, le fourneau évidemment. Quel maintien a été proposé? Comment ça a été géré, cette annulation? Alors d'abord, cette décision a été prise la mort dans l'âme. On a pendant plusieurs semaines tourné le problème dans tous les sens en se disant comment faire pour le maintenir. C'était d'abord notre idée. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, à un moment, on s'est dit on ne peut pas faire un demi-festival, on ne peut pas faire un festival où on va imposer des distances, et encore moins dans un festival où on n'a aucune porte, aucun guichet, aucune barrière. Même si depuis 4 ans, et les attentats de Nice, on met des blocs de béton, on met des tracteurs, on met des bottes de paille, parce qu'on a des modes de protection ruraux aussi, mais on a mis des obstacles, mais ça n'a jamais empêché la fluidité. Et donc là, se dire, il faudrait compter, il faudrait des distances, il faudrait des masques, on s'est dit, c'est assez impossible. Donc malheureusement, on s'est dit, on ne fait pas un demi-festival, on annule. Par contre, on n'annule pas tout le soutien au tissu économique. Donc on a retravaillé avec le fourneau pour assumer, assurer l'ensemble des artistes, l'ensemble des techniciens, des rémunérations auxquelles ils pouvaient prétendre avec le festival. On a malgré tout fait quelques économies entre guillemets, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses, notamment de communication, qu'on n'a pas engagées directement. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel du budget a été maintenu pour financer, continuer à faire vivre le tissu artistique. En termes de retombées économiques qu'on n'a pas eu, c'est plus compliqué. Enfin, on n'a pas de chiffres puisque voilà, c'est des études d'un cabinet comme celui de M. Alloire qui pourrait nous le dire, mais c'est compliqué, d'autant plus qu'il s'avère que la saison touristique, c'est à peu près le cas partout en Bretagne, a finalement été pas si mauvaise puisque les gens sont quand même venus, et un peu plus en Bretagne qu'ailleurs en France. Donc nos hébergements n'ont pas si souffert que ça, mais ils nous ont quand même fait retour parce qu'on a fait un point avec tous les entreprises touristiques la mi-septembre. Bon, le petit creux de la fin du mois d'août, il est bien là quand il n'y a pas le festival. Donc il y a bien, en creux, on voit bien que quand il y a le festival, quand il n'y a pas le festival, il y a moins de monde, donc c'est bien qu'il y a un vrai impact sur notamment les hébergements touristiques. En chiffres, c'est impossible de le donner, de l'estimer aujourd'hui. Alors pour le Festival des Chants de Marins de Paimpol, la décision d'annulation n'a pas été
n'a pas été à prendre, puisque c'est un festival qui se déroule tous les 2 ans et que 2020 n'était pas l'année d'édition de Paimpol. Ça m'intéresse d'ailleurs comment, en termes de retombées économiques, comment est-ce qu'on arrive effectivement à gérer ce creux qu'il y a entre chaque édition. Tout en maintenant le festival avec des bénévoles qui ne s'épuisent pas d'une année sur l'autre. Enfin, voilà, comment vous arrivez à maintenir économiquement quelque chose, sachant qu'une année sur 2, il n'y a pas ce festival, il n'y a pas cette manne financière, et il n'y a pas non plus cet appel aux bénévoles. Ils reviennent bien l'édition suivante. C'est assez atypique quand même, une telle réussite sur une biennale. Oui, effectivement, il n'y a pas tant que ça de festivals qui ont lieu tous les 2 ans. Il y a celui que Jean-Michel connaît bien, à Douarnenez, Tempête à Douarnenez, qui normalement a lieu en alternance avec le nôtre, ou inversement, comme on veut. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Je pense que on gère ça en fait très facilement. Alors, en ce qui concerne les retombées économiques, je ne sais pas si on en dira un mot par rapport aux études qu'on fait, mais par rapport aux retombées économiques, je ne sais pas. Bon, Paimpol est une ville, un territoire touristique. De toute façon, il y a du monde. On nous le dit assez d'ailleurs. Il y a du monde à Paimpol au mois d'août. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le festival au mois de novembre? J'ai entendu ça. Mais en réalité, c'est un fonctionnement qui nous convient parfaitement, nous, en tant qu'organisateurs. Pour le tissu économique, effectivement, c'est peut-être un manque à gagner une année sur 2, mais en tant qu'organisateur, on s'y retrouve très bien. On s'y retrouve très bien parce qu'on tient au fonctionnement associatif du festival. C'est une association qui porte le festival du Champ de Marin, avec l'aide des institutions que sont le département, la région, la ville ou l'agglo. Mais c'est d'abord l'association, c'est l'association qui l'organise. Et le rythme de biennale, en fait, nous convient bien. On peut se poser une année sur 2. C'est pas mal aussi. Je pense que ça convient bien aussi à nos bénévoles. Il y a 1800 bénévoles qui interviennent sur le Festival du Champ de Marin, ce qui est quand même conséquent, des bénévoles qui viennent de l'ensemble du tissu associatif de Paimpol et autour de Paimpol. Et je pense qu'ils sont aussi satisfaits que ça n'ait lieu que tous les 2 ans, parce que une année sur 2, ils peuvent partir en vacances, et puis une année sur 2, ils viennent travailler avec nous. Je pense que auprès des festivaliers, ça passe bien aussi. J'entends souvent, ou quelquefois dire pourquoi est-ce que vous ne le faites pas tous les ans. Mais je pense que, en fait, avec ce rythme de biennale, on crée de l'attente, on crée du désir, on ne fatigue pas les gens. Et je pense que tout le monde s'y retrouve finalement. Alors vous aussi, vous avez audité le festival par un organisme, en tout cas par Côte d'Armor. Destination, voilà. Qui s'appelait auparavant Développement, c'est pour ça que vous hésitez. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis qui utilise c'est intéressant, qui utilise un outil, mais je crois que M. Alvar l'utilise aussi. On utilise en fait les téléphones portables pour permettre de quantifier par balisage le nombre de festivaliers qu'il peut y avoir, notamment sur les quais, où c'est peut-être plus compliqué d'aller compter ou de faire un rapport à la billetterie. Vous avez donc fait appel à ce type d'études. Tout à fait. Il y a 6 ans, en fait, c'est Côte d'Armor Développement à l'époque, Côte d'Armor Destination aujourd'hui, qui nous a proposé on avait fait auparavant, en 2005, en 2011, des études, des enquêtes auprès de nos festivaliers, pour enquête de satisfaction, enquête d'origine géographique. Et puis, il y a 6 ans, Côte d'Armor Destination est venu vers nous en nous proposant d'utiliser ce système qui s'appelle Orange Fluvision. Donc, je n'ai pas de mal à faire un peu de pub pour Orange, puisque c'est un partenaire fidèle du Festival du Champ de Marin. Et donc, c'est un système, en fait, très, très précis et assez pointu, qui permet de déterminer le nombre de personnes sur un territoire donné au temps donné. Donc, en fait, Côte d'Armor Destination utilise ce système sur toute la saison, sur toutes les saisons touristiques et tous les ans.
ce qui a un côté intéressant pour nous aussi, parce que ça permet de comparer justement ce qui se passe sur le territoire une année sans festival et une année avec festival. Par exemple, en termes de nuitées touristiques, il y en a à peu près 80 000 sur la période des 5 jours, j'y reviendrai peut-être. Et donc là, on se rend compte, par exemple, que par rapport à une année sans festival, il y a environ presque la moitié, c'est-à-dire 36 000 nuitées supplémentaires quand le festival a lieu. Donc cette étude, en fait, elle est faite à partir des téléphones mobiles, des téléphones portables. En fait, on fait une double étude. On fait cette étude avec Orange Fluvision et une enquête auprès des festivaliers, à la fois sur le site du festival et par Internet. Et donc l'étude Orange Fluvision nous permet de savoir combien il y a de personnes sur un territoire donné. Ce territoire, c'est celui de l'ex-communauté de communes Paimpol-Gouello, c'est-à-dire un territoire qui fait à peu près 12-15 000 habitants en temps normal. C'est Paimpol et les communes toutes proches, Ploubazlanec, pour ceux qui connaissent, Ploubazlanec, Plouézec, Ploriveau, les Andrieux. Donc Orange sait combien il a d'abonnés sur ce territoire sur la période du festival, et par extrapolation, c'est-à-dire il connaît la part de marché, sa part de marché, celle des autres opérateurs, et aussi celle des gens qui n'ont pas de téléphone portable, ça existe encore. Et donc, à partir de là, c'est précisément combien il y a de personnes sur le territoire. Et donc, pour nous, c'est intéressant parce que ça corrobore. On a bien sûr la billetterie du festival qu'on connaît, billetterie payante, billetterie gratuite, parce que le festival du Champ de Marin a lieu sur le port de Paimpol, et on est obligé de laisser rentrer les gens chez eux. On aimerait bien qu'ils payent, mais bon, ils ne sont pas tous partants pour ça. Et donc, à partir de ces chiffres d'Orange Fluvision, on sait aussi combien il y a de personnes qui viennent le jeudi assister à l'arrivée des bateaux, qui est une journée gratuite un petit peu pour le festival et pour les Paimpolais, pour les festivaliers. C'est un gros spectacle, l'entrée des 200 bateaux, des 200 vieux gréements qu'on accueille dans le port de Paimpol, et de la même façon, le lundi matin, quand les bateaux s'en vont, il y a aussi à la fois du monde sur le port de Paimpol, mais aussi tout autour de la baie. Il y a une foule en fait de festivaliers qui regardent les bateaux arriver, au-delà des chiffres, entrer dans le port. C'est vrai qu'au-delà des chiffres, c'est aussi ce genre d'étude, c'est ce que disait M. Alouard tout à l'heure. Elle est intéressante aussi au-delà de la quantité économique, de vous dire que, par exemple, dans votre festival, vous vous êtes rendu compte que l'intérêt finalement pour les bateaux était peut-être au-delà de simplement des concerts et des chants de marins. Je crois qu'il y a eu une petite surprise comme ça par rapport à l'étude. Tout à fait. En fait, la fréquentation du festival n'a pas cessé d'augmenter. Moi, je m'en occupe. Il a été créé en 1989. Moi, je m'en occupe depuis 1997. Ça fait sûrement trop longtemps. Entre 1997 et 2019, le festival a vu sa fréquentation augmenter tranquillement, progressivement, régulièrement, mais de façon très, très certaine. Et donc, par rapport à ça, je ne sais plus d'ailleurs ce que j'allais vous dire. De dire qu'a priori, c'était plus l'intérêt pour les bateaux et ce spspectacle de patrimoine maritime était plus important. On a fait aussi évoluer la programmation musicale. Entre 1997, on a fait appel à ce qu'on appelle entre guillemets des têtes d'affiche, etc. Donc ça a contribué à faire augmenter la fréquentation. Mais quand on fait notre étude de satisfaction auprès des festivaliers, on se rend compte que l'aspect festival maritime est aussi très important. Il n'y a pas seulement l'aspect festival musical. On est à Paimpol, un port avec son passé maritime, etc. Donc, ça confirme plusieurs choses. Ça confirme
le côté fête maritime du Festival de Paimpol, bien sûr, mais ça confirme aussi que le Festival de Paimpol n'est pas posé de manière artificielle sur le secteur de Paimpol. Ça correspond vraiment à quelque chose, à l'identité dont on parlait tout à l'heure, l'identité maritime de Paimpol. Les Paimpolais et les festivaliers en général se retrouvent dans cette dimension maritime du festival. Donc c'est un élément très important. C'est pas un à côté, c'est pas simplement un décor. C'est vraiment quelque chose. Au contraire, c'est le fer de lance auquel les gens tiennent. On va être obligé de conclure parce qu'on a déjà un petit peu de retard et il y a un concert après. Olivier Alvar, je voulais juste terminer avec vous, puisque vous l'avez ouvert tout à l'heure dans la deuxième partie de votre présentation. Ce dont on est en train de surtout de se rendre compte après cette période de confinement du spectacle vivant notamment, moins 72% je crois de pertes pour notamment les festivals et le spectacle vivant. On l'a dit, c'est plutôt de rechercher dans les événements et de réinventer les événements, le mot va revenir, avec cette notion de valeur, mais plutôt de valeur d'identité, de valeur de lien social. Et on va devoir d'autant plus se concentrer sur cet aspect-là pour valoriser ou pour évaluer la culture et les pratiques culturelles. Bon, difficile de répondre de manière complète, mais oui, effectivement. Bon, il n'y a pas que l'aspect économique des choses, mais et puis on l'a vu, nous, sur des festivals qu'on a pu observer, la dimension associative, la dimension bénévole, le travail en local, parce que beaucoup de festivals, notamment en Bretagne, essayent de travailler au maximum en local avec le tissu local, voilà, et la dimension d'utilité sociale, puisqu'on sait que les festivals, même d'ailleurs les salles de spectacle autres, et les lieux culturels, amènent autre chose que ce qu'on peut faire au jour le jour. On parlait de société de consommation tout à l'heure, et on le sait dans nos enquêtes, les publics viennent chercher autre chose. Même des fois de se déconnecter, même si on essaye de connecter au maximum les publics de plus en plus. Mais voilà, donc je pense que c'est important, en tout cas, que les festivals, tels qu'ils vont continuer à se construire, doivent se construire au maximum avec le tissu associatif, avec le tissu local, économique ou social, pour continuer à garder une identité et une âme, puisqu'on a aussi travaillé pour des festivals où ils étaient construits de toutes pièces, et on voyait que économiquement ça peut marcher, mais au niveau de l'utilité sociale et de ce qui se passe auprès des habitants, ça ne fonctionne pas. Très bien. Je vais être obligée de conclure parce qu'on a le concert. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que les discussions continueront. Vous pouvez poser les micros sur la table. Continueront après, au moment du déjeuner. Merci beaucoup à Pierre Morvan, Sébastien Miossec et Nicolas Alloire.